Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode du Devoir des Anneaux, le résumé olympique du devoir, diffusé tous les jours pendant les Jeux de Pyeongchang. Ici Valérie Duhem avec Carl Rétino-Parazelli. Bonjour. Salut Valérie. Aujourd'hui à l'émission, la solidarité momentanée des Jeux olympiques avec Stéphane Maillargeon, dopage au curling et l'heure de vérité pour le couple Tessa Virtue et Scott Moir. Grosse matinée pour le Canada à Pyeongchang. D'abord, les Canadiennes se sont qualifiées pour la finale du tournoi de hockey féminin. Elles ont vaincu les athlètes olympiques de Russie 5-0 en demi-finale. Elles rejoignent les Américaines en finale. Elles sont donc assurées d'une médaille, en or ou en argent. Au tour préliminaire, les Canadiennes ont battu les Américaines, donc ça regarde quand même bien. Plutôt bien. Un match intéressant à surveiller. Une autre reprise olympique, un autre grand moment peut-être. Exactement. Et le bronze, lui, sera disputé entre les Russes et les Finlandais. Tout ça lui mercredi. L'épreuve à revoir absolument, selon moi en tout cas, c'est la performance en or en bobsleigh à 2 qui a été remportée par les Canadiens Justin Cripps et Alexander Kopacz qui partagent la première marche du podium avec l'équipe allemande. Deuxième après les premières manches, le Canada a grignoté les centièmes manquants pour s'imposer après la troisième manche, a commencé tranquillement pendant la quatrième descente et finalement, ça s'est bien terminé. C'est vraiment court, hein, une descente de bobsleigh, mais il peut se passer beaucoup de choses en si peu de temps. Ça vaut la peine de regarder ça. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée. Il y avait également 2 Québécois qui étaient en lice en patinage de vitesse longue piste à l'épreuve du 500 mètres. Alex Boisvert-Lacroix et Laurent Dubreuil. Puis eux, ils avaient eu des bonnes saisons dans les 2 cas. Ils avaient remporté l'or à certaines épreuves en Coupe du Monde. Mais ils ont fini 11e et 18e, donc une petite déception de ce côté-là. En théorie, le mouvement olympique impose la solidarité entre les pays membres. En pratique, c'est à demi-vrai selon toi, Stéphane Baillargeon. Bien, c'est comme une contradiction fondamentale qu'on oublie trop souvent là, du sport lui-même. Ça fait partie, je pense, de cette mécanique d'expression humaine. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de merveilleux qui fait appel à la solidarité, au fair play, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel, mais qui, de l'autre côté, aussi joue sur des affects et peut être détourné donc de ses fins premières, là, disons-le comme ça, pour servir d'autres causes, là, la cause nationale, la cause patriotique. Ben oui. Moi, j'ai bien aimé la caricature de côté dimanche, là, donc hier dans le soleil, là, où tu voyais un fils qui s'étonnait que son père, vieux nationaliste avec une photo de René Lévesque au mur et un drapeau québécois, devienne, comme il le disait, fédéraliste mordu 2 semaines par année aux 4 ans. Là. Donc, passionné de curling. On voit bien, c'est ça, comment les affects sportifs peuvent aussi servir à stimuler d'autres causes idéologiques, politique, évidemment. Et puis, ça a été détourné, on le sait bien. Là, on ne va pas refaire l'histoire des Olympiques ici, là, par les grandes idéologies au 20e siècle. Mais c'était vrai dans l'Antiquité aussi. Hein, les champions servaient l'honneur des villes. Ben oui, puis ça arrive souvent qu'on voit dans les compétitions un peu d'un miroir de la situation politique ou entre certains pays qui s'affrontent. Mais à l'inverse, on voit de beaux moments aussi, des pays qui en principe, sont divisés ou s'opposent l'un à l'autre. Et là, leurs athlètes respectifs fraternisent, se serrent la main, ça, c'est magnifique. Ce qui est arrivé au ski en descente, donc la Tchèque qui a battu Mme Van, l'Américaine, avec les skis prêtés par une compatriote là, de Mme Van. Donc, ça c'est très sympathique. Il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens là, de skis prêtés, même en cours de course, en ski de fond, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années. Oui, l'entraîneur canadien qui avait prêté ses skis à un compétiteur d'Alexandrie. Et bien évidemment, le fair play est au centre de tous les jeux, idéalement. Là, on le voit bien au football américain constamment, où les gens se plaquent, se font très, très mal, se donnent des commotions cérébrales, mais s'aident à se relever les uns les autres. Donc, il y a ça de fondamental, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est ça, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enjeux et d'enjeux idéologiques. Les sportifs servent aussi à mousser la réputation des pays. On n'a qu'à voir la ligne de continuité entre l'Allemagne nazie qui a utilisé l'Olympique à son avantage, puis la RDA et même la RFA aussi, donc les 2 anciennes Allemagnes divisées, là, qui se sont battues de façon acharnée autour des résultats sportifs pendant des décennies. Et ça continue de toutes sortes de façons. J'ai regardé hier une pub de Coca-Cola, qui est un des commanditaires, mais qui est en fait le commanditaire fondamental des Jeux, puisque sa présence remonte aux années 30, son association avec le Comité olympique. Donc, les pubs de Coca-Cola, compagnie américaine,
pour le marché américain, font énormément de place au patriotisme, aux résultats exceptionnels des athlètes américains. Et comme aux Olympiques d'hiver, les Américains ne sont pas si dominants, c'est la Norvège, en fait, qui est la superpuissance, malgré ses 4 ou 5 millions d'habitants, ben, la pub des Jeux d'hiver fait appel aux résultats des Jeux d'été. Donc, pour stimuler un peu le patriotisme américain, pour rappeler qu'ils sont bons dans le fond, même s'ils ne sont pas si bons que ça pendant les Jeux d'hiver. Toutes les victoires aux Jeux d'été. Mais c'est beau, je trouve, quand le résultat sportif correspond à une bouffée d'honneur national, patriotique. Ce qui vient d'arriver avec le biathlète Fourcade, c'est ça, en France. Je voyais que la course a été suivie par plus de 6 millions de personnes, alors que en gros, en France, là, pour l'instant, les Jeux attirent moins d'1 million de personnes par diffusion, ce qui n'est pas beaucoup, là, dans un pays de 60 millions de personnes. Mais là, la France s'est retrouvée autour de ce beau champion exceptionnel. C'est un grand champion. Et Fourcade, pourtant, en bon français peut-être, je ne sais pas si c'est dans sa nature à lui, mais on lui demande après, êtes-vous heureux d'avoir pu écrire votre nom dans le livre des records? Et le gars dit, si j'étais norvégien et que j'avais gagné 8 titres olympiques, on parlerait pas de moi de cette manière-là. Donc, il reste humble jusque-là. Humble de glace, presque. Ouais. Bien dit. C'est bien. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Compagnon fidèle de pas mal d'athlètes dans la dernière décennie, notre personnalité du jour est maintenant persona non grata pour les Jeux olympiques, mais aussi dans la plupart des fédérations sportives. Il s'agit du Meldonium. Déjà, un athlète olympique de Russie, médaillé à l'épreuve de curling mixte la semaine dernière, a échoué à un contrôle antidopage. Ça a été confirmé ce matin par l'examen du 2e échantillon. Le Meldonium, c'est un médicament anti-ischémie, soit qui favorise l'apport sanguin aux organes en dilatant les artères. Son usage pharmaceutique officiel, c'est pour le traitement des maladies coronariennes. Il est utilisé par les athlètes surtout pour accélérer la récupération après l'effort. Selon l'Agence mondiale antidopage, il permet d'augmenter les capacités du muscle cardiaque, donc ça a un impact réel sur les performances. C'est un des petits nouveaux sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, bannie en janvier 2016. On se rappelle entre autres la joueuse de tennis Maria Sharapova qui a été testée positive en mars 2016, donc tout de suite après le bannissement. Elle a été suspendue pour un peu plus d'1 an. Elle a déclaré que la substance lui était prescrite par un médecin depuis une dizaine d'années en raison de problèmes de santé. Elle ne s'était pas rendue compte que c'est maintenant une substance interdite. Parce que la règle avait changé, entre autres. Exactement. Le Meldonium est légal en Russie, dans les pays de l'ex-URSS, mais nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en Europe et pas en Amérique du Nord non plus. Jamais la substance a été autorisée à être mise en marché. C'est un peu comme l'EPO, que d'ailleurs, plusieurs des mêmes effets. C'est un médicament détourné de son usage légal à des fins de dopage, mais qui peut être prescrit pour des raisons légitimes. Quand le bannissement de la substance a été annoncé, le monde du sport s'est rendu compte que les athlètes russes en faisaient vraiment largement usage. Notamment, c'est intéressant, toute l'équipe de hockey de moins de 18 ans a dû être remplacée à la veille des championnats du monde parce qu'ils en faisaient usage, certains depuis qu'ils avaient 11 ans et systématiquement toute l'équipe. Il y a eu pas mal de cas aussi en athlétisme, en cyclisme, en natation notamment. On ne parle pas ici nécessairement des cas qui ont entraîné la disqualification de beaucoup d'athlètes à Rio, parce que beaucoup de ces cas-là venaient avant 2016, donc à une époque où la substance n'était pas bannie. Mais la question maintenant, c'est de savoir pourquoi quelqu'un l'a utilisé en curling double mix. C'est ça. Quelle drôle d'histoire, hein? C'est ça. On apprend que donc les joueurs de curling se dopent aussi. Ben oui, puis ils risquent gros, là, se doper, puis en curling, on va essayer de... On a déjà entendu parler de dopage pour le golf. Alors, tous les sports sont susceptibles d'attirer des substances illégales, là, j'imagine. Oui, je pense que oui. J'imagine. Mais ça va avoir des conséquences, c'est ça, énormes, entre autres sur toute l'équipe olympique, si j'ai bien compris. Peut-être que les athlètes russes ne pourront pas être réintégrés, ne pourront pas défiler avec leur drapeau en quelques jours. Parce que c'était ça la condition. Les athlètes russes ont défilé à la cérémonie d'ouverture sous drapeau olympique. Ils avaient la possibilité de peut-être défiler à la fermeture avec le drapeau russe s'ils se comportaient bien. C'est pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant. Carl, qu'est-ce qu'on surveille ce soir et demain matin à Pyeongchang? Plusieurs choses. D'abord, du patinage artistique. Ce soir, c'est le programme libre en danse sur glace. Donc, les champions du monde en titre et nos porte-drapeaux canadiens, Scott Moir et Tessa Virtue.
Donc, premier après le programme court, tenteront de remporter une médaille d'or ce soir à l'issue du programme libre. Avec un record du monde pour le pointage. Oui, ils ont battu leur propre record. Donc, ça regarde plutôt bien pour ce soir. Je vous rappelle qu'ils avaient remporté l'or à Vancouver en 2010, l'argent à Sochi. Et donc là, ils avaient pris une pause olympique, sont revenus dans ce cycle olympique pour remporter l'or de nouveau à Pyeongchang. On verra donc s'ils pourront reprendre leur titre. Et leur performance était irréprochable, là, selon tous les commentaires entendus, là, des vrais experts, là, pas moi. Là. Oui, et puis ils sont pratiquement imbattables sur le circuit. Leur dernière défaite, si on peut appeler ça comme ça, en patinage, ça remonte à décembre. Mais sinon, ils sont presque invaincus cette saison. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils seront les derniers à s'élancer, comme ils sont premiers au classement avant cette dernière étape. Le programme libre débute à 20h et Virtue et Moyer seront sur la glace vers 23h15. Il y a également du ski acrobatique, c'est la finale de la demi-lune chez les femmes. Et on surveille la Canadienne Casey Sharp, qui est première à l'issue des qualifications. Cette fille-là a 2 médailles d'or cette année en Coupe du Monde, médaille d'argent également au Championnat du Monde en 2015. Et pour vous donner une idée de la détermination que ça prend parfois à être une athlète olympique, surtout en sport extrême comme ça, Casey Sharp s'est cassé le pouce lors des derniers Jeux extrêmes d'hiver, le mois dernier à Aspen, aux États-Unis, et elle a remporté la 3e place en collant sa main à son bâton de ski avec du ruban adhésif. Ça a tenu, et donc elle aura pu décrocher l'argent. Donc pour ce soir, si vous voulez suivre ses exploits... Le duct tape n'est pas une substance interdite. Il semblerait que non. Pour suivre Casey Sharp, donc première des 3 manches, finale ce soir à 20h30. Demain matin, on surveille également du patinage de vitesse courte piste. C'est la dernière journée, ou plutôt l'avant-dernière journée des compétitions de ce côté-là. Les qualifications des dernières épreuves individuelles auront lieu demain matin. Donc d'abord le 1000 mètres chez les femmes. On surveille Kim Boutin, qui est déjà 2 fois médaillée de bronze à ces Jeux. Marianne Saint-Gelais également et Valérie Maltais. Maltais qui a d'ailleurs le record olympique sur la distance. Il y a aussi les qualifications du 500 mètres chez les hommes avec Samuel Girard, qui a déjà l'or au 1000 mètres. Et Charles Hamelin, pas de médaille pour ces Jeux-ci, il voudra sans doute en obtenir une aux 500 mètres. Et finalement, la finale du relais féminin, le Canada qui est déjà qualifié pour la finale A, la grande finale. Mais attention, les Coréennes aussi seront là, et c'est elles qui ont remporté l'or à Sochi il y a 4 ans. Donc ce sera une furieuse bataille sans doute à surveiller. Les qualifs, ça débute à 5h du matin pour les leftos, et la finale du relais, si vous voulez prendre votre premier café avec une possible médaille olympique, c'est à 6h30. Et finalement, le bobsleigh, si ça vous a intéressé de voir les Canadiens remporter l'or ce matin, eh bien, il y a peut-être une nouvelle médaille qui se gagnera dans les prochains jours. Demain, c'est les premières descentes du bob à 2 chez les femmes, et on surveille l'équipage mené par Kaylee Humphries, 32 ans, une grande olympienne canadienne qui a été médaillée d'or 2 fois à Vancouver et à Sochi, 2e lors des derniers championnats du monde. Donc, les descentes 1 et 2 chez les femmes, c'est prévu demain à 6h50. Encore un peu de bobsleigh, avant de ranger le bobsleigh pour 4 ans. Et oui, c'est pas fini, là. Bob à 2 chez les hommes, bob à 2 chez les femmes, ensuite bob à 4, vous allez voir, c'est fascinant. Fascinant, bien dit. Merci, Carl. Une petite suggestion aussi, en se quittant, sur le site d'ESPN, on peut voir un reportage qui porte sur 2 sœurs, des joueuses de hockey qui participent aux Olympiques, mais pas pour la même équipe. Anna Brandt s'aligne avec les États-Unis. Sa sœur Marissa Brandt, qui a grandi au Minnesota, elle représente le pays où elle est née, la Corée du Sud. Qui plus est, sous le nom qui lui a été donné à la naissance. Marissa a été adoptée à 4 mois. Elle a à peu près le même âge que sa sœur. C'est la première fois, en fait, où elle a remis les pieds en Corée du Sud après son adoption. C'est pour les essais olympiques de Pyeongchang. C'est l'équipe qui est venue la recruter directement aux États-Unis. Pour Anna aussi, c'est une première expérience olympique. Elle avait été retranchée de l'équipe américaine quelques semaines avant Sochi. Pour la petite histoire, les 2 petites filles avaient été inscrites par leurs parents dans une espèce de club social coréen afin que Marissa en apprenne un peu plus sur son héritage culturel. Et ça l'intéressait pas du tout, tandis que Anna, elle, était fascinée. Et donc, maintenant, ça se passe à l'envers. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Devoir des Anneaux. Merci, Carl. Merci, Valérie. Merci, Stéphane. Merci. Et merci à Félix Deschênes au son. On se retrouve demain.